Alors, l'un des premiers enseignements à retenir ce matin, c'est que tous les présidents sortants ont été réélus, 7 à droite, 5 à gauche. Aucune région pour le Rassemblement national et la République en marche, abstention record de 66%. On va donc détailler tout cela avec vous, Christophe Barbier. D'abord, qu'est-ce que cela enseigne? Quel enseignement tirer de ces présidents sortants, tous réélus dans toutes les régions et haut la main hier soir, comme d'ailleurs le premier tour l'avait déjà laissé présager il y a une semaine? Exactement. Les Français ont zappé l'élection. Ils se sont dit, on a des sortants, on va les garder. Qu'est-ce que vous nous embêtez avec un vote en ce moment alors qu'on a tant de soucis? Ils étaient tous concentrés sur la préparation de l'anniversaire de Judith, les Français. Oui, c'est ça. Donc voilà. Et s'ils se sont abstenus hier massivement, c'est qu'ils ont tous pris le train pour venir à la fête qu'elle organise ce soir. Exactement. Donc il y aura 47 millions d'invités ce soir à l'anniversaire de Judith. Non, plus sérieusement, je pense vraiment que les Français se sont dit, un, c'est pas le moment. On sort du confinement, on a une économie à redresser. Deux, on n'y comprend rien à votre scrutin, votre mode de scrutin, les départementales, les régionales, ce que font les régions. Trois, c'est l'année prochaine le grand rendez-vous. C'est l'année prochaine qu'on choisira si on bascule dans une aventure populiste, si on confirme Emmanuel Macron, si on écoute une droite et une gauche qui ont montré par leur implantation qu'elles ne sont pas mortes, même si les sortants ont été reconduits parce qu'ils étaient sortants, pas parce qu'ils étaient socialistes ou de droite. Les Français ont donné un message de mise en suspension de la vie politique française. Alors maintenant, ils attendent qu'on leur propose de vrais projets, pas des propos de campagne et de la communication, avec un vrai horizon, un vrai projet politique, un vrai avenir pour cette France qui est en reconstruction. Et à ce moment-là, ils feront leur choix. Moi, je suis certain que l'année prochaine, on aura au plus de 70, peut-être plus de 75% de participation à la présidentielle, parce que là, ça va passionner les Français. Oui, et puis c'est vrai que les présidents sortants ont été réélus. Enfin, par exemple, j'ai vu ce chiffre incroyable. Valérie Pécresse réélue avec 1 million de voix en Ile-de-France. C'est absolument incroyable. Donc, effectivement, ça relativise énormément les scores et le nombre de voix et des réélections haut la main. Évidemment, tous les regards ont été braqués sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, le seul duel en métropole, avec d'un côté Renaud Muselier pour les Républicains, une large alliance, puisque le candidat d'Union de la gauche s'était retiré. En face, Thierry Mariani pour le Rassemblement national. Très large victoire de Renaud Muselier, 57,3% face à 42,7% pour Thierry Mariani, donc soutenu par le RN. C'est un gros échec pour le Rassemblement national dans la région et bien sûr au niveau national. Enfin, c'est presque un symbole. C'est un très gros échec. D'abord, le Front républicain existe toujours et ça marche. Les gens de gauche sont allés voter pour Muselier, même s'ils ne partagent pas ses idées. Il y a même des abstentionnistes qui se sont dit, non, on va pas laisser passer Mariani, on va y aller. Deuxièmement, la stratégie d'aller vers une extrême droite plus molle, parce que Mariani vient de l'UMP, il a d'ailleurs forgé sa propre formation. L'idée que c'est en rassurant, en étant un peu plus un parti de gouvernement, que le Front national, Rassemblement national, va gravir les dernières marches vers le pouvoir, ça ne marche pas. Pour l'instant, ça ne marche pas. Marine Le Pen a arrondi son discours et ses positions. Elle n'en est pas récompensée. Il recule partout, comme il l'avait déjà fait au municipal, où ils ont perdu la moitié de leurs conseillers municipaux. Ça ne marche pas. Est-ce qu'elle doit changer de posture? Est-ce qu'elle doit redevenir un parti un peu diabolisé, une candidate un peu plus agressive, plus protestataire, pour au moins assurer son second tour? Il va falloir gamberger du côté du RN. Il y a toujours en France un réflexe où on se dit, ce parti, il exprime une colère. Il n'a pas la capacité à diriger ni une grande collectivité, ni évidemment la France. Marine Le Pen n'a pas réglé son problème qui va être patent l'année prochaine si elle arrive au second tour de la présidentielle. C'est que personne ne veut travailler avec elle. Personne ne dit, au second tour, tiens, oui, pourquoi pas s'allier avec le RN. Donc elle peut faire un très gros score au premier tour l'année prochaine. Elle ne gagnera pas puisqu'elle n'a pas d'allié potentiel. Et c'est pas ce qui s'est passé hier qui va insister une partie des Républicains les plus à droite à franchir le Rubicon et à passer un accord avec Marine Le Pen. Oui, en effet, elle était soutenue sur cette élection uniquement par un micro-parti, les localistes, et puis la droite populaire, en rappelant que beaucoup d'élus de la droite populaire, à l'exception de Thierry Mariani, ne l'ont même pas suivi pour cette élection. Donc elle n'arrive pas à faire sauter le plafond de verre. Est-ce que c'est pas aussi, et ça c'est peut-être même encore plus grave, je dirais, pour elle, pour Rassemblement national, cette stratégie de mettre des jeunes aussi dans les régions? On a vu Jordan Bardella, Edwige Diaz, des jeunes candidats. C'est vrai, il y a d'un côté, on va dire, voilà, des Jean-Paul Garot, ou effectivement, comme vous l'avez dit, Thierry Mariani, des aguerris, des rompus de la vie politique, ça n'a pas marché. Mais ça n'a surtout pas marché également avec ces jeunes. Jordan Bardella, on a vu dans les débats, ou même Edwige Diaz en Nouvelle-Aquitaine, extrêmement évasif, ou même Julien Audoul avec ses propos sur les agriculteurs, extrêmement maladroit et pas du tout prêt pour la fonction. Non, les régionales comme les départementales, ce sont des élections de compétences. On s'occupe de choses très précises, les lycées, les transports, donc on veut des gens qui touchent leur bille, comme disent les jeunes, et on a bien vu dans les débats qu'il y avait un problème de compétences toujours au Rassemblement national. Ils n'ont pas été capables de recruter des gens capables de convaincre les électeurs qui peuvent gouverner leur vie quotidienne. Attention, la présidentielle, c'est pas ça. C'est une élection beaucoup plus idéologique, quelque part, où il faut avoir un grand projet, faire rêver. Bien sûr, il faut avoir un parcours, mais ça, Marine Le Pen l'a. Pas forcément un parcours de gestion,
pendant des années de collectivité. La preuve, Emmanuel Macron, qui n'avait jamais été élu à aucun mandat avant d'être président de la République. Donc il ne faut surtout pas plaquer le résultat de ces régionales sur la présidentielle. Ces régionales, quelque part, ont un peu plus brouillé le jeu. Elles l'ont troublé, elles l'ont rendu plus complexe. L'équation présidentielle est un peu plus illisible aujourd'hui que la semaine dernière. Échec aussi pour La République En Marche. Vous parliez d'Emmanuel Macron. Comment le parti peut se relever? On a l'impression qu'il n'est pas du tout installé dans le paysage politique français depuis juin 2017. Le parti n'arrive pas à s'implanter. Il a raté les municipales, il a raté cette élection, ces deux élections. Ça veut dire qu'entre Macron et les Français, il peut se passer quelque chose. Entre La République En Marche et les Français, c'est encéphalogramme plat. Il est urgent pour Emmanuel Macron de réorganiser sa majorité. Quand François Bayrou, hier, dit « c'est un coup de semonce pour la majorité », il lance un appel au président. « Organisez-nous, faites-nous une place, qu'on discute, qu'il y ait une fédération, qu'il y ait une machine à produire des idées au service du président sortant, mais où tout le monde ait un rôle. » Pour l'instant, le président court en solitaire, pour prendre une image de Tour de France, et il ne s'occupe pas assez de son équipe. Et puis, on a bien vu hier que les électeurs sont prêts à quitter un vote macroniste. Oui. On a vu qu'entre le premier et le deuxième tour, une partie des électeurs En Marche ont abandonné leur candidat quand ils pouvaient se maintenir. Je pense à François de Rugy dans les Pays de la Loire, je pense à Laurent Saint-Martin en Ile-de-France. Leurs scores ont baissé parce qu'une partie de leurs électeurs leur ont dit « bah non, on va faire un vote utile, on va plutôt voter pour Morancé ou pour Pécresse parce qu'on n'aime pas cette gauche écolo un peu trop radicale ». Donc ça veut dire que le panier d'électeurs d'Emmanuel Macron, il se perce très facilement. Que surgisse demain un candidat de droite modérée pour la présidentielle et une partie de l'électorat de Macron pourrait dire « bah tiens, on aura à peu près la même politique avec des choses en plus qui nous plaisent et surtout un personnage moins cassant, moins clivant qu'Emmanuel Macron. » Donc ça peut être une très mauvaise surprise à ce moment-là pour le président. Et l'absence de ligne claire, effectivement, c'était assez intéressant lors des débats, par exemple, de voir que Laurent Saint-Martin en Ile-de-France disait exactement la même chose que Valérie Pécresse à quelques nuances près. D'ailleurs, il avait sur sa liste des modems qui ont été élus en 2015 avec Valérie Pécresse, comme Nathalie Elimas, ministre du gouvernement actuellement et conseiller régional Pécresse en 2015. Est-ce que Emmanuel Macron doit changer des choses dans le gouvernement? Ses ministres, par exemple, balayés dès le premier tour la semaine dernière en Hauts-de-France, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit changer les choses au sein de sa majorité, dans son entourage proche? Je pense que ça serait une mauvaise idée. Bon, il va faire des ajustements techniques parce que ce gouvernement est pléthorique et tout le monde ne réussit pas bien. Mais s'il change le gouvernement en changeant Castex ou en changeant des gros ministres, ça veut dire qu'il considère que c'est lui qui a été déjugé par ces élections. Or, il nous dit qu'avec cette abstention, en fait, ces élections, elles sont à part. Elles ont été zappées. Deuxièmement, pour changer des gens, il faut avoir des remplaçants. Où sont les remplaçants de poids qui peuvent remplacer un Darmanin, un Dupond-Moretti ou un Blanquer? On ne les voit pas. Il n'y a pas de bonne touche sur La République En Marche. Troisièmement, si le problème n'est plus aujourd'hui de savoir qui peut gouverner dans les 9 mois qui viennent, il est plié le quinquennat, il y a encore quelques réformes, quelques lois, mais il n'y a plus grand-chose à faire. Maintenant, c'est le projet présidentiel. Il faut se projeter sur le quinquennat futur. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a à offrir comme vision d'avenir aux Français, sachant que son projet de 2017 a été ruiné par les Gilets jaunes, par la vie mondiale, la vie géopolitique et évidemment par la Covid. La seule chose que pourrait faire Emmanuel Macron, ce qu'il pourrait tenter dans les jours qui viennent, c'est de faire rentrer un ou deux personnages de droite qui ont soutenu l'alliance en PACA. Par exemple, Estrosi ou Hubert Falco, s'ils rentraient au gouvernement de manière symbolique comme un bâton de maréchal, ça pourrait continuer à troubler le jeu à droite, à mettre la crise chez les Républicains. Et là, Macron ferait une petite manœuvre. Mais franchement, c'est pas ça qui va convaincre les Français de revoter pour lui l'année prochaine. Il faudra qu'il trouve d'autres arguments. Dernière question, est-ce que à droite, ce second tour des régionales laisse des chances à Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou Laurent Wauquiez pour la prochaine présidentielle, ou c'est en trompe-l'œil, il faut regarder ça d'un peu plus près? Les trois présidentiables de droite ont fait une très bonne performance, mais Pécresse et Wauquiez, c'est un peu comme la dernière fois en mieux. Seul Xavier Bertrand a changé la nature de sa victoire. Il a changé le rapport de force. La sociologie politique des Hauts-de-France a été bouleversée par cet homme qui, depuis quelques années, suit une voie très particulière. Donc, avantage Bertrand. Deuxième avantage Bertrand, il est déjà candidat. Lui, il parle aux Français, il l'a dit hier. Maintenant, ça y est, c'est le chemin vers la présidentielle. Les autres sont encore dans des jeux de parti, candidats à la candidature. Troisième avantage Bertrand, il a su dans les sondages prendre quelques points d'avance. Il est à 16, il est à 18, même dans un dernier sondage. Ça existe dans l'opinion. Alors à lui de faire prospérer ça, il peut se casser la figure dans les mois qui viennent. Mais il a une base que les autres n'ont pas encore commencé à constituer en parlant aux Français, en parlant une sociologie des Français. Hier, j'ai été frappé de voir que Laurent Wauquiez s'adressait aux électeurs du Rassemblement national. Sécurité, souveraineté, venez à moi, il n'y a pas d'avenir avec Le Pen. Valérie Pécresse ne s'est pas adressée aux Français, elle s'est adressée aux Franciliens. Elle est restée très prudente sur son éventuelle prise à partie de la présidentielle.
Et Xavier Bertrand, lui, a parlé aux Français, à la sociologie, aux classes moyennes, aux abstentionnistes, aux oubliés et aux invisibles. Mais ces 3 candidats vont être, comme tous les autres, balayés par le surgissement de la nouvelle candidate, future présidente de la République, Judith Merrier, qui va se lancer au micro là maintenant. Et nous lançons Judith 2022. Mais on se marrait quand même. Je vous dis, vous devriez donner une chance. Ça ferait pas de mal. Franchement. Merci beaucoup, Christophe Barbier. Quel est votre invité à 8h30 pour En toute franchise? Philippe Juvin, maire LR de la Garenne-Colombes, tête de liste dans les Hauts-de-Seine pour Valérie Pécresse, donc victorieux hier. Voilà, et puis peut-être l'occasion aussi de parler de la crise du Covid, puisqu'il est médecin aussi par ailleurs. Et de la présidentielle, parce qu'il se dit lui aussi, pourquoi pas un élu local. Voilà, allons-y, un de plus. Merci beaucoup, Christophe Barbier.